Un sondage pour tenter d'emporter la décision de l'État. Le syndicat mixte aéroportuaire vient de dévoiler une consultation menée au niveau national par l'Institut Ipsos. Quels en sont les principaux enseignements? Réponse avec Alam Nousser. Un chiffre fait le buzz dans les médias. 54% des Français pensent qu'Emmanuel Macron doit tenir ses engagements pour faciliter le début des travaux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et autant de Ligériens se disent favorables au transfert de l'aéroport. Ces sondages sont rendus publics à point nommé 15 jours avant la remise du rapport de la médiation au Premier ministre. De quoi occuper le terrain politico-médiatique pour les pro-aéroports et mettre la pression sur Emmanuel Macron dans cette dernière ligne droite. C'est aussi faire parler la majorité silencieuse qui généralement est assez discrète, mais quand elle se prononce, que ce soit sous forme de sondage ou dans les urnes, passe un message en général assez clair. Donc c'était aussi de rappeler ce message à l'ensemble des Français. On n'a aucun élément aujourd'hui nouveau qui permet de remettre en cause cette décision du président de la République. Donc on est très confiant. Il est en plus conforté aujourd'hui par un sondage, par 180 décisions de justice et par le vote de l'Europe. Donc aujourd'hui les feux sont au vert. Autre chiffre marquant, pour les 3/4 des Français sondés, 74%, il faut en priorité tenir compte de l'avis des habitants de Loire-Atlantique. Un résultat voué à conforter la consultation de juin 2016 et le périmètre géographique alors choisi, un périmètre qui avait été critiqué par les opposants au transfert de l'aéroport. Côté opposant, silence radio. Pour les anti-aéroports, il ne s'agit que d'un sondage parmi d'autres. Dorénavant, seule la décision du chef de l'État mérite commentaire. Une décision attendue avant le 22 décembre prochain. Que va devenir le bureau de poste du quartier Saint-Jacques à Nantes? Le bâtiment doit être détruit l'an prochain et les services déménagés. Mais les riverains sont inquiets et craignent sa disparition pure et simple. Claire Villalon. Suppression du bureau, transformation en agence bancaire, déménagement sur l'île Beaulieu. Les hypothèses sont nombreuses sur l'avenir de la poste de Saint-Jacques. La faute à un manque de communication. Actuellement, les informations qu'on a de la part de la direction, d'une part quand on peut la joindre, ou des syndicats d'autre part qui se mobilisent pour la même raison que nous, ou même des élus de la municipalité, sont peu assurés et parfois contradictoires. Au début, la Poste a annoncé la destruction du bureau pour le réimplanter dans un nouveau bâtiment juste à côté dans un souci de modernisation. Mais pour le moment, le projet semble être arrêté. On ne nie pas la modernité, la demande de modernité du bureau de poste, mais cette modernité doit s'accompagner et ne doit pas être faite de façon brutale comme cela peut être annoncé actuellement. Pour les associations, cette situation est incompréhensible, d'autant plus que le quartier est en pleine mutation. Il y a un grand projet Permis les îles, auquel certains d'entre nous participent dans les ateliers. On voit qu'il va y avoir une augmentation de la population. Nous sommes actuellement entre 11 et 12 000 habitants. On va friser les 15 000 d'ici une vingtaine d'années. Une réunion d'information va avoir lieu le 6 décembre avec des associations, des commerçants, des syndicats et des politiques. Une pétition a également été lancée par l'association Sud-Loire Animation et a recueilli pour l'heure près de 300 signatures. Les Canaries ont réalisé un joli coup hier en s'imposant sur le fil 1-0 face à Monaco. Une victoire qui permet aux hommes de Ranieri de rester à la 5e place du classement de Ligue 1. Je suis content pour marquer, pour aider l'équipe. Ça, c'est le plus important pour moi, qu'aujourd'hui, on a gagné. On a joué contre une grande équipe, c'est Monaco. C'est l'actuel champion de France. Et ça fait du plaisir pour nous, donner la confiance pour la continuation. C'est une soirée idéale, surtout qu'on a pris beaucoup de plaisir dans le jeu, que ce soit offensivement et défensivement. Et puis, il y a les 3 points. Ça nous remet dans le droit chemin et on va aborder le match de Saint-Etienne avec beaucoup de confiance. On a eu un peu de difficulté à digérer le match de Rennes, mais voilà, ce soir c'est quelque chose de beau ce qu'on a fait. Et puis on a réussi à tourner la page au meilleur des moments. Donc voilà, c'est bien pour aborder le match de dimanche et puis c'est bien aussi pour nos têtes et pour les supporters. Ouais, les journées avancent, on est toujours là. On avait un mois de novembre qui était compliqué, on le savait. Donc voilà, c'est bien. Pour la confiance, c'est très bien même. Et voilà, après, on sait qu'il ne faut pas se relâcher parce que derrière, ça revient vite. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde. Donc il faut continuer sur ce qu'on sait faire de bien. Et puis je pense que ce soir, on l'a bien fait.
Autre performance, celle du HBC Nantes. Les handballeurs nantais se sont imposés largement, 33-25 face à Nîmes, deuxième du classement de Star League. Avec ce succès, les hommes de Thierry Anti remontent à la 4e place du classement. De bon augure à quelques jours du choc face à Barcelone dans la halle XXL. Le festival Couvre-feu évolue en 2018 pour sa 16e édition. Désormais, ce sont 4 jours de concerts qui prendront quartier sur les prairies du Migron à Frossé. La programmation n'est-elle pas encore dévoilée? En revanche, dès ce vendredi, la billetterie est ouverte pour les forfaits 3 et 4 jours, et ce à prix réduit. Pour plus d'infos, direction le site couvrefeu.com. Il n'y a jamais eu autant de chantiers, de rénovation, de modernisation. 1600 en même temps, on n'a jamais vu ça en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors comme à Savenay aujourd'hui, ça pose un certain nombre de questions et notamment de désagréments parfois pour les riverains parce que ça fait du bruit. On fait les travaux la nuit pour éviter de couper les circulations le jour. Mais lorsque ces travaux seront finis, nous aurons un réseau modernisé, et des gares modernisées et un agrément supérieur pour tous les voyageurs. Nous avons encore beaucoup de chantiers qui seront ouverts en 2018 et en tout cas au niveau des pôles d'échange multimodaux, c'est une première je crois puisque sur la ligne Nantes-Savenay-Saint-Nazaire, les 3 seront en chantier en même temps. Ce sont des travaux lourds, le ferroviaire c'est une industrie et nous sommes obligés de les faire la nuit précisément pour ne pas gêner les circulations le jour, que les gens puissent voyager surtout sur des lignes qui sont des lignes pendulaires qui desservent des grandes villes. Cet horrible acronyme de PEM pour pôle d'échange multimodal indique bien que toutes les mobilités sont envisagées. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, on constate bien quand on voit tout autour de la gare les parkings que la communauté de communes est en train de construire. C'est absolument capital pour que les gens puissent laisser leur voiture et rejoindre Nantes, Saint-Nazaire, Redon, Rennes, d'autres villes et ne soient pas obligés de prendre leur voiture. Quand on voit la congestion à l'entrée des métropoles, c'est certainement l'avenir. C'est un effort effectivement très important que SNCF fait de rendre les gares accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et nous le faisons avec le soutien très important, je dois le dire, du Conseil régional, de la région des Pays de la Loire, qui finance une grande partie de ces travaux. Et c'est un chantier colossal parce qu'effectivement, le programme d'accessibilité doit être non seulement maintenu, mais accéléré pour être en règle avec la loi qui prévoit que d'ici 2024, toutes les gares, au moins toutes les gares importantes, soient mises en accessibilité.